Enfin, moi, non, franchement, je suis pas du tout, je suis désolée, hein. Je crois que c'est peut-être parce que j'ai été commerciale, que j'étais dans l'argent, que j'ai gagné beaucoup d'argent, que je me suis rendu compte que, certes, ça contribue, hein. Moi, j'étais avec mes copines, on va à New York. Moi, je me souviens, un jour, on s'est dit, on va à New York, les filles, ouais, ok, on est parti 4 jours, j'ai pris le billet, quoi. Putain, mais et on est parti 4 jours, quoi. Blindax, quoi. Ouais. Tu vois, on faisait ça, tu vois. Donc c'est du confort, en fait, ou de te dire, je passe dans un endroit, je me pose pas la question, je paye, quoi. Tu vois, que j'en ai besoin ou pas besoin. Et que là, aujourd'hui, je suis toujours encore un peu dans ça, mais j'ai pas les mêmes envies. J'ai pas les mêmes besoins, tu vois. Ok, désolé. Je m'épose ici, mais je vous explique. Aïda était née en région parisienne, y avait grandi, travaillé même, puis avait tout plaqué pour la Creuse. Or, des citadins qui s'installent à la campagne, j'ai l'impression d'en être entouré. Contre-coup du confinement, effet d'optique médiatique, mode passagère ou réalité durable, j'ai eu envie d'en apprendre un peu plus. Est-ce que l'exode urbain est avéré ? Et si oui, d'où part-il ? Qu'est-ce qui le motive et surtout, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire ? Mais comme je ne suis pas le plus qualifié pour répondre à toutes ces questions, j'ai cherché quelqu'un qui l'était. Du souffle, de l'air. Ces derniers mois, Vouneuil-sur-Vienne. Et vraiment, cette société industrielle, elle se développe surtout à partir de 1850. Et donc, entre 1850 et 1960, on a un effondrement de la société paysanne. Valérie Jousseaume est maître de conférence à l'Institut de géographie et d'aménagement de l'Université de Nantes. Et dans son livre Ploegpride, publié aux éditions de l'Aube, elle approfondit toutes ces questions. Là, elle pose les bases de la dualité ville-campagne, les sociétés paysannes et modernes. En fait, la campagne, c'est donc une nature aménagée par l'homme, et cette façon d'habiter, ce mode de peuplement, en fait, il a une dimension historique. Parce que, au fond, habiter de façon diffuse dans la nature, ça nous rattache à la culture paysanne, qui est donc la culture antérieure à l'ère de la modernité, qui est notre culture actuelle. Et l'ère de la modernité, elle, c'est vraiment la vie urbaine. La société paysanne, elle a vécu pendant des millénaires. Son temps est cyclique, il n'y a pas de distinction entre la famille et le travail, l'économie est basée sur le foncier et l'échange de nourriture, presque à l'opposé de la société moderne, donc où le temps est linéaire et l'économie basée sur la production de biens matériels. En bref, deux façons d'être au monde radicalement différentes. On pourrait dire que les sociétés paysannes, si on veut utiliser une métaphore, elles voient le monde comme un potager nourricier. Donc on va voir l'humain comme vraiment une figure d'argile qui est vivifiée par l'esprit. Alors que la société moderne, elle voit le monde comme une usine à produire et à consommer. Et bien sûr, ça va impacter notre vision de l'homme. Qu'est-ce qu'on fait là ? Eh bien, on est comme une machine biologique surpuissante qui travaille dans cette grande usine. Et la grande courroie de distribution du système, c'est la mobilité motorisée qui occupe complètement l'espace public. On a donc deux pôles territoriaux, historiques et ontologiques, avec, au milieu, des mouvements. Alors, l'exode urbain, c'est peut-être un peu fort. Mais cette question-là, elle n'est pas neuve pour les géographes. En fait, elle est neuve d'un point de vue médiatique. Mais en fait, si on regarde la relation entre la population française et le territoire français, on constate 3 phases. Depuis 1990, on est sur un desserrement. Avant, on naissait dans les campagnes et on migrait vers les villes. Et aujourd'hui, quand on regarde, en fait, les gens naissent dans le périurbain, dans les grandes aires métropolitaines, et ils migrent vers le sud et vers l'ouest. Donc on n'est plus dans une logique hiérarchique, vous voyez, d'exode rural qui va vers la ville. On est dans une logique régionale de rediffusion de la population sur le territoire. Alors exode urbain, peut-être pas, mais dynamique, certainement. Il y a une dynamique lente qui s'est enclenchée dans les années 90, qui, à mon avis, ne peut être que amplifiée par le contexte actuel. Et je dirais même que, en fait, derrière tout ça, il faut voir aussi une mutation de la modernité. Et rien ne nous dit que dans ce monde du futur, on ait besoin de vivre de façon extrêmement groupée. Alors, bien sûr, on est d'accord, hein, les grandes villes sont là, elles sont majeures, leur inertie est forte, elles vont pas disparaître. Et c'est pas souhaitable. Je veux dire, ça serait une situation catastrophique si les villes connaissaient un exode massif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que probablement, l'avenir n'est peut-être pas tant que ça au groupement. Ça bouge donc, je note. Mais reste à savoir pourquoi. La révolution numérique nous fait exploser en fait l'ère de la modernité. Et donc aujourd'hui, il y a 2 visions du futur qui sont en train de se polariser progressivement. D'un côté, on a les pouvoirs en place de la modernité, les pouvoirs capitalistes, qui eux disent on va continuer de façon exaltée par le numérique, c'est-à-dire encore plus loin, encore plus fort, encore plus rentable. Là, on passe du monde usine au monde ordinateur. Aujourd'hui, on constate que ce récit du futur nous semble une impasse
écologique et éthique est une dystopie, faut le dire. Je pense que la bataille de l'imaginaire, elle est en train d'être perdue par l'hypermodernité. C'est-à-dire que il n'y a peut-être pas encore un exode urbain massif, mais il n'empêche que il y a eu un renversement des imaginaires. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un stade encore supérieur à la dématérialisation de nos désirs. Et les gens, maintenant, ils veulent un autre monde. Il y a une revalorisation du contact avec la nature, une revalorisation du travail de l'œuvre avec ses mains, une revalorisation. Donc, il y a un renversement complet des imaginaires. En quelques minutes, Madame Josso m'avait répondu à toutes mes questions. Il ne me manquait plus qu'un pronostic. Et voilà. Donc, selon vous, à quoi vont ressembler les campagnes du futur ? Moi, je pense qu'il y a une dimension de micro-urbanité, peut-être de petites villes, dans un cadre rural. Je pense que les territoires qui sauront être désirables dans le futur, c'est des territoires où il va y avoir une strate d'équipement. On ne va pas dire que zéro équipement, voilà, une strate d'équipement, une strate de qualité de vie paysagère, etc., certainement, mais donc une nouvelle strate de qualité d'être. C'est-à-dire, c'est sain, c'est authentique et c'est beau. Il y a une espèce d'émerveillement face à la grandeur de la vie humaine. Eh bien, ça sera les territoires désirables. Et pour moi, j'essaie de proposer donc une figure mythologique qui serait la figure mythologique de Orphée. Orphée, c'était un poète. Et il va donner cette sensation de vivre au meilleur endroit du monde. Je pense qu'il faut qu'on passe d'un monde prométhéen, qui est donc le monde de la puissance, de la réponse technique, où il faut que ce soit pas cher, pratique, que ce soit des biens matériels, etc. Comment on passe de la puissance à la relation? Comment on peut faire un aménagement de la relation, notamment dans l'espace public? Comment est-ce que, au lieu de vouloir absolument apporter des réponses techniques, on ne se pose pas les bonnes questions sociales? Comment est-ce qu'on passe de l'idée d'un progrès matériel à l'idée d'un soin? Ça serait ça ma campagne idéale. Je ne dis pas que ça va marcher. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, sur les territoires, toutes les solutions à la crise de la modernité sont là. Ce qu'il manque, c'est la loi et l'argent, parce que les lois et l'argent sont, pour le moment, dans le camp du récit hyper moderne. Futur, check. Ah, et Aïda dans tout ça ? Eh bien, je crois qu'elle a mis un premier pied dans le monde d'Orphée. Mais du coup, tu vois, je trouve que ça joue beaucoup. Parce que bon, même si je suis un peu speed dans mes activités, que je parle beaucoup et tout, je suis quand même quelqu'un d'hyper posé en fait. Ouais. Enfin, dans ma journée, je passe plusieurs heures, pas dans le speed. Tu vois ce que je veux dire? Comme je pouvais avoir dans ma vie avant quand j'étais à Paris. Ouais. Et c'est automatique en fait. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'es là, tu sais que tu peux pas aller vite, sinon tu les casses et tout ça. Ouais. Donc du coup, t'es obligé d'être posé, donc ça te pose l'esprit, ça te pose le mental, ça te calme en fait. Ouais. Écho, un podcast des dialogueurs.